3 ans. C'était exactement 695 jours de silence. Pour Lachlan Valente, l'homme le plus craint de New York, le silence était habituellement un âme. Mais à l'intérieur de sa propre maison, c'était une malédiction. Ses fils triplés, Luca, Nico et Enzio, n'avaient jamais prononcé une seule syllabe. De grands neurologues de Zurich à Manhattan l'appelaient mutisme sélectif induit par traumatisme, un mur psychologique construit après la disparition de leur mère la nuit où ils sont nés. Lachlan avait accepté que ses héritiers ne parleraient jamais. Il avait accepté le silence jusqu'à un mardi soir pluvieux dans un restaurant en faillite quand 3 minuscules doigts simultanés ont pointé une serveuse tremblante et l'impossible s'est produit. Ils n'ont pas juste crié, ils se sont souvenus. La pluie fouettait le verre pare-balles de la Maybach blindée, brouillant les lumières néons du centre-ville de Manhattan, entraînées de rouge et bleu agressif. À l'intérieur de la cabine, l'air était pressurisé, filtré et épais d'une attention qui n'avait rien à voir avec le marché boursier fluctuant ou la guerre imminente avec les syndicats albanais. Lachlan Valente ajusta les poignettes de son costume Brian. À 34 ans, Lachlan possédait le genre de visage qui arrêtait les conversations. Mâchoire acérée, yeux de la couleur d'un espresso glacé, et une cicatrice coupant son sourcil gauche qui servait de rappel permanent du coup qu'il avait survécu il y a 5 ans. Il était le capot de la famille criminelle Valente, un homme qui contrôlait les docks de New Jersey et les gratte-ciel de Tribeca. Pourtant, en regardant les 3 sièges auto-identiques en face de lui, il se sentait complètement impuissant. Luca, Nico et Enzio étaient assis en rang. Ils avaient 3 ans, vêtus de manteaux sur mesure miniature qui coûtaient plus que les voitures de la plupart des gens. Ils étaient physiquement parfaits, boucles brun doré, peau olive et des yeux qui reflétaient l'intensité sombre de Lachlan. Mais ils étaient des fantômes dans des corps vivants. « Rocco », dit Lachlan, sa voix basse, « combien de temps avant d'atteindre le domaine ?» Rocco, son conciliaire et chauffeur, jeta un coup d'œil au rétroviseur. Ses jointures étaient blanches contre le volant en cuir. « Le trafic sur le FDR est bloqué, patron. Il y a un carambolage près du pont de Brooklyn. Le GPS dit encore 40 minutes. » Lachlan réprima un gémissement. 40 minutes dans un espace confiné avec les triplés était une éternité. Ce n'était pas qu'ils étaient mal élevés. Ils ne pleuraient pas. Ils ne faisaient pas de crise de colère. Ils se contentaient de fixer. Ils observaient le monde avec un détachement terrifiant et creux. Dr. Holloway, le neurologue pédiatrique du Mont-Si, qui facturait 5 000 $ de l'heure, l'avait expliqué à nouveau la semaine dernière. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas parler, Monsieur Valente. Les cordes vocales sont saines. Les scanners cérébraux sont normaux. Ceci est un refus, un pacte subconscient. Ils attendent quelque chose. Ou quelqu'un. Quelqu'un gémissant. L'un regarda Enzio, le triplé du milieu qui traçait actuellement la condensation sur la fenêtre avec un petit doigt. Faim, marmonna Lachlan, réalisant qu'il n'avait pas mangé depuis la négociation avec les syndicats à l'aube. Les garçons n'avaient pas mangé depuis le déjeuner. La nounou, une femme terrifiante d'efficacité nommée Madame Gable, s'était déclarée malade de la grippe, laissant Lachlan récupérer les garçons de leur école maternelle privée lui-même. C'était une rare déviation du protocole. Lachlan Valente ne faisait pas les trajets scolaires. Les garçons ont besoin de nourriture, annonça Lachlan. Quitte l'autoroute. Trouve quelque chose de calme. Rocco hésita. Patron, nous sommes dans une zone de transition. Ce n'est pas exactement notre territoire. Et avec la famille Moretti faisant du bruit à propos du contrat portuaire, je ne me soucie pas de Moretti pour l'instant, Rocco. Je me soucie que mes fils vont commencer à crier ou pire continuer ce regard maudit si leur taux de sucre dans le sang baisse. Arrête-toi ainsi, Rocco fit signe et fit dévier le lourd véhicule de la rampe de sortie. On en est arme. Descendant dans les rues plus sombres et plus rudes du Lower East Side.
C'était un quartier en gentrification, un patchwork de boutiques branchées se heurtant à de vieux immeubles de briques décrépits. Ils passait en devant une rangée de devantures assombries, jusqu'à ce que la lueur jaune d'une enseigne apparaisse à travers la pluie, la cuillère de minuit. C'était un restaurant, une de ces reliques avec des revêtements chromés et des sols à carreaux qui avaient en quelque sorte survécu aux promoteurs immobiliers. Trop exposé, grommela Rocco, balayant la rue. C'est vide, Lachlan rétorqua. Guerre-toi dans l'allée. Laisse le moteur tourner. Le protocole de sécurité dictait que Lachlan ne devrait jamais entrer dans un lieu non sécurisé. Mais la paternité, Lachlan l'apprenait, dictait souvent que l'on jetait le livre de règles par la fenêtre quand vos enfants avaient l'air pâle. Il détacha les garçons. Un par un, il les souleva. Il se sentait fragile dans ses bras, pourtant lourd du poids de son héritage. S'il ne parlait jamais, l'Empire Valente se terminerait avec lui. Un don silencieux ne pouvait pas diriger. Un don silencieux était une proie. « Reste prêt », commanda Lachlan à Rocker, qui avait sorti son arme de poing sous sa veste. Ils poussèrent les portes vitrées. Une clochette tinta, un son joyeux et agaçant qui semblait déplacé dans le monde sombre de Lachlan. Le restaurant sentait le café torréfié, le vieux vinyle et la pluie. C'était en grande partie vide, à l'exception d'un couple âgé dans le coin et d'un homme en sweat à capuche penché sur une tarte au comptoir. Lachlan choisit une banquette à l'arrière face à la porte. Il plaça Luca, Nico et Enzio sur la banquette en vinyle rouge. Ils étaient assis comme des poupées, leurs jambes tendues, 6 yeux sombres, balayant immédiatement la pièce. « Menu !» aboya Lachlan, ne réalisant pas à quel point sa voix sonnait dure dans l'espace calme. Une silhouette émergea de la cuisine. Elle équilibrait un plateau de vaisselle Powercell sur une hanche, essuyant son front du revers de la main. « Juste une seconde !» cria-t-elle. Sa voix était rauque, fatiguée, mais elle portait un accent mélodique qui fit Rocco se raidir. Se racle la gorge. Jan ne leva pas les yeux immédiatement. Il était occupé à arranger les couverts pour s'assurer que les garçons ne saisissent pas les couteaux à steak. Nous n'avons pas une seconde. Nous avons besoin de 3 grilled cheeses coupés en triangles, sans croûte, et un café noir maintenant. La serveuse s'arrêta au bord de la table. Vous savez, les manières sont gratuites, même dans cette économie. La tête de Lachlan se releva vivement. Personne ne lui parlait de cette façon. Ni les juges, ni les capitaines de police, et certainement pas les serveuses et les graisses. Il prépara une réplique cinglante, un coup verbal qui la réduirait en larmes, mais les mots moururent dans sa gorge. Elle était mince, douloureusement ainsi. Son uniforme, une robe bleue pâle qui avait connu des jours meilleurs, pendait lâchement sur sa silhouette. Ses cheveux étaient teints d'un brun terne, de souris, et tirés en un chignon désordonné, mais des mèches rebelles s'échappaient, laissant entrevoir une texture naturelle qui était sauvage et épaisse. Mais c'étaient ses yeux. Violet, une teinte de violet étonnamment rare qu'il n'avait vue que sur une autre personne dans sa vie. Une personne qui était enterrée dans la crypte de la famille Valente. Lance sentit le sang se vider de son visage. Son cœur martelait un rythme violent contre ses côtes. « C'est impossible, » pensa-t-il. « J'ai vu le corps. J'ai vu la voiture aller dans la rivière. » La serveuse le regarda, son se racle la gorge, expression passant de l'agacement à la confusion. Elle ne le reconnut pas. Il n'y avait aucun scintillement de reconnaissance dans ses yeux violents. Juste de l'épuisement et un soupçon de lassitude face aux 3 hommes intenses la fixant. « J'ai quelque chose sur le visage ?» demanda-t-elle, touchant sa joue de manière autoconsciente. Lachlan ouvrit la bouche, mais avant qu'il ne puisse parler, un son déchira le restaurant. Ce n'était pas un coup de feu, c'était un halètement humide synchronisé de 3 petites gorges. Le son était si étranger que Lachlan porta instinctivement la main à son arme, logée dans son dos. Il regarda ses fils. Luca tremblait. La bouche de Nico était béante.
Enzio, habituellement le plus stoïque des trois, avait des larmes coulant sur son visage, des traces silencieuses d'argent dans la lumière jaune du restaurant. La serveuse se figea. Elle regarda les enfants, son plateau s'inclinant dangereusement. « Oh, mon chéri, s'adoucit-elle, voyant les larmes d'Enzio. Ils vont bien? Ont-ils eu peur de l'orage? » Elle fit un pas de plus, instinctivement, tendant une main pour réconforter Enzio. Au moment où ses doigts effleurèrent l'air près de la table, l'énergie dans la pièce changea. C'était magnétique, primal. Luca bougea le premier. Il grimpa sur ses genoux sur la banquette en vinyle. Il ne regarda pas Lachlan. Il ne regarda pas Rocker. Toute son existence était concentrée sur la femme à la robe bleue délavée. Il leva une petite main tremblante. Il pointa un doigt directement sur sa poitrine, juste là où une étiquette en plastique bon marché lisait Nora. Puis il ouvrit la bouche. Les cordes vocales inutilisées depuis 3 ans se mirent en action en grinçant. Luca lutta. Lachlan arrêta de respirer. Rocco s'était avancé, sa main sur son arme, les yeux dardants entre la femme et les enfants, totalement confus. Mare, la serveuse Nora, fit un pas en arrière, ses yeux s'écarquillant. Quoi? Puis Nico se joignit. Il se leva, renversant le distributeur de sucre. « Maman! » cria-t-il. C'était brut, guttural, un son de besoin pur et non adultéré. Enzio s'élança. Il ne fit pas juste pointer. Il se jeta de la banquette vers elle. Nora laissa tomber le plateau. Les assiettes se brisèrent, les couverts cliquetèrent au sol, créant une cacophonie de destruction, mais personne ne l'entendit. Tout ce que Lachlan pouvait entendre était le cœur. Maman, maman, maman. Les striplés le criaient maintenant, un chant, une prière. Ils la cherchaient, leur petit corps se tendant contre la distance. Nora attrapa Enzio avant qu'il ne touche le sol. Elle le tint, l'air totalement terrifié. « Monsieur, s'il vous plaît, prenez vos enfants. Je ne sais pas qui. » Mais Enzio enroula ses bras autour de son cou, enfouissant son visage dans le creux de son épaule, inhalant profondément. Il sanglota. Le mot « maman » étouffé contre sa peau. Lachlan se leva. La table de la banquette s'enfonça dans ses cuisses. Le monde basculait sur son axe. « Qui êtes-vous? » demanda Lachlan. Sa voix était un grognement, dangereuse et basse. Nora leva les yeux vers lui, serrant l'enfant qui pleurait. La peur était évidente dans sa posture, mais en dessous, il y avait un scintillement de douleur. Un mal de tête sembla la frapper. Elle grimaça, fermant les yeux une seconde alors que l'odeur d'Enzio la frappait. « Mon nom est Nora », balbutia-t-elle, reculant, mais incapable de détacher l'enfant, s'accrochant à elle comme à une bouée de sauvetage. « Je ne vous ai jamais vu de ma vie. S'il vous plaît, prenez votre enfant. Vous me faites peur. »« Menteuse » siffla Lachlan. Il se déplaça autour de la table. Rocco l'intercepta. « Patron, doucement. Regardez-la. Elle est terrifiée, elle ne les connaît pas. »« Regarde-les, Rocco » cria Lachlan, désignant ses fils. Luca et Nika s'accrochaient maintenant à ses jambes, sanglotant le même mot encore et encore. Ils n'ont pas parlé depuis le jour de leur naissance. Ils n'ont jamais appelé personne comme ça. Ni les nounous, ni moi. Elle. L'âne attrapa le poignet de Nora. Sa prise était de fer. Il avait besoin de sentir son pouls. Il avait besoin de savoir si elle était un fantôme ou une hallucination. Sa peau était chaude, plus rugueuse qu'il ne se souvenait, calleuse de travail acharné. Mais le pouls était là, s'accélérant comme un oiseau piégé. Elle le regarda, et pendant une fraction de seconde, les yeux violets brillèrent d'un quelque chose d'ancien, un souvenir enfoui profondément sous des couches de traumatisme. « Lâche-moi, murmura-t-elle. Je ne vous connais pas. Pourquoi t'ont-ils appelé comme ça? » Lachlan insista, l'attirant plus près. L'odeur de sa vanille et de la pluie le frappa. C'était faible, masqué par l'odeur de graisse et d'oignon.
Mais c'était elle. « Je ne sais pas », cria-t-elle, les larmes jaillissant de ses yeux. « Je viens de commencer à travailler ici il y a 2 semaines. Je suis de nulle part. Où est votre identification? » demanda Lachlan. « Rocco, ferme les portes. Personne ne part. » Le couple âgé dans le coin commença à composer le 911. Rocco bougea avec un flou de vitesse, arrachant le téléphone des mains du vieil homme et brandissant un badge qui semblait assez réel pour passer pour le FBI. « Enquête fédérale. Asseyez-vous et restez tranquille. » Len ne détourna pas le regard de Nora. Il vit la cicatrice maintenant, une minuscule ligne blanche irrégulière juste sous son oreille, cachée par le chignon désordonné. Il lui avait donné cette cicatrice. Pas violemment. C'était un accident sur un yacht à Capri, un glissement sur un pont mouillé et une flûte à champagne brisée. Il tendit la main et toucha la cicatrice. Nora tressaillit violemment, haletant comme s'il l'avait brûlée. Elle tomba à genoux, submergée par le poids des 3 garçons et l'intensité terrifiante de l'homme en costume. « S'il vous plaît, » sanglota-t-elle. « J'ai mal à la tête. Ça fait mal. Faites que ça s'arrête. » Elle ne parlait pas des enfants. Elle serrait ses tempes. L'accident. Lachlan réalisa à voix haute la rivière. Il y a 3 ans. Sophia, sa femme, son âme avaient été prises. La course-poursuite en voiture s'était terminée avec son véhicule plongeant du pont George Washington. Les plongeurs ont trouvé la voiture. Ils ont trouvé des morceaux de ses vêtements. Ils n'ont jamais trouvé le corps. Le courant était trop fort. Ils ont dit qu'elle était partie. Mais la voici, portant un uniforme en polyester, sentant les frites, prétendant être Nora. « Prendre la voiture » ordonna Lachlan. Rocco. « Patron, nous ne pouvons pas juste. J'ai dit prendre la voiture. » Lachlan rugit. Le son fit Luca et Nico arrêter de pleurer 1 seconde pour regarder leur père. Ils n'avaient pas l'air effrayés. Ils avaient l'air triomphants. Ils l'avaient trouvé. Lachlan regarda la femme au sol. « Nora, ou quel que soit le nom que tu penses être le tien, tu viens avec nous. Je ne vais nulle part avec vous. » Je crierai. Lan s'agenouilla. Il n'utilisa pas la force cette fois. Il utilisa la seule arme qu'il savait qu'elle ne pouvait pas combattre. Il désigna Enzio, qui était actuellement endormi sur son épaule, épuisé par l'explosion émotionnelle. « Mes fils n'ont pas parlé depuis 3 ans, » dit Jan, sa voix se brisant. « Ce soir, ils t'ont appelé mère. Tu ne les quittes pas et je ne te quitte pas maintenant. Tu peux marcher jusqu'à la voiture ou je peux te porter. Mais tu viens. » Nora regarda le garçon endormi. Elle regarda les 2 autres tenant sa jupe. Une larme coula de son œil. Le mal de tête l'aveuglait. Des éclairs de lumière et de son. Un pistolet. Eau froide. L'obscurité agressant son cerveau. Elle vacilla. « Je pense que je vais être malade. » Ses yeux roulèrent en arrière dans sa tête. Elle s'affala en avant. Lachlan la rattrapa avant qu'elle ne touche le linoléum. Il la souleva dans ses bras. Elle était plus légère qu'il ne se souvenait. « Allons-y » commanda Lucan. « Rocco, prends les garçons. » Alors qu'il sortait du restaurant sous la pluie battante, laissant une pile de billets de $100 sur la table pour les dommages, Lachlan regarda la femme inconsciente dans ses bras. La guerre pour la ville pouvait attendre. La guerre pour la vérité venait de commencer. Le trajet jusqu'au domaine Valente dans les Hamptons prenait habituellement 2 heures. Rocco le fit en 1 heure et 10 minutes. Le domaine était une forteresse déguisée en manoir, de hauts murs de pierre surmontés de capteurs thermiques, des chiens de patrouille entraînés à tuer sur commande, et une aile médicale privée qui rivalisait avec les meilleurs centres de traumatologie de l'État. Lachlan porta Nora. Sophia, son esprit insista Sophia, directement à l'aile médicale. Les triplés suivirent, bien éveillés maintenant, se tenant la main en chaîne, refusant d'être séparés de la femme. Dr. Harris Vane, le médecin privé de la famille, attendait. Vane était un homme de peu de morale, mais d'une immense compétence. Un ancien chirurgien à Johns Hopkins,
qui avait perdu sa licence pour avoir opéré un sénateur hors des registres. Il était parfait pour les Valente. Blessure par balle? Demanda Vaughn, enfilant des gants en latex alors que Lackland la posait sur la civière. Pas de malaise. Amnésie possible. Et Lackland hésita. J'ai besoin d'un test ADN. Comparez-la au garçon. Vaughn leva un sourcil. Il connaissait l'histoire. Il connaissait Sophia. Il regarda le visage de la femme, pâle et cireux sous les lumières cliniques dures. Lackland, c'est juste fais-le, claqua Locken, et vérifie le traumatisme crânien, les vieilles blessures. Alors que Vaughn commençait son travail, Lackland tenta de faire sortir les garçons. Venez, laissons-nous dormir. Luca s'entêta. Jour de maman, dit-il clairement. Le son de la voix de son fils fut un coup physique à la poitrine de Lackland. C'était rauque, incertain, mais distinct. Elle dort, Luca. Nous devons laisser le docteur travailler. Non, cria Nico. Non, va. C'était une mutinerie. Pendant 3 ans, ils avaient été des statues silencieuses. Maintenant, ils étaient une force bruyante et rebelle. Laisse-les rester, marmonna Vaughn, vérifiant la dilatation des pupilles de Nora. Si elle se réveille et qu'ils sont partis, elle pourrait paniquer. Si elle a de l'amnésie, la familiarité est un déclencheur. Mais en ce moment, les enfants sont l'encre. Lackland hocha la tête raidement. Il tira la chaise près du lit et s'assit. Il regarda sa poitrine monter et descendre. « Qu'avez-vous trouvé? » demanda Lackland après 20 minutes de silence, brisé seulement par le bourdonnement de la machine IRM dans la pièce adjacente où Vaughn l'avait emmené pour un scan. Vaughn revint tenant une tablette. Son visage était sombre. « C'est elle, Lackland. Les dossiers dentaires correspondent aux dossiers que nous avons de 222. C'est Sophia. » Lackland ferma les yeux. Soulagement et rage s'affrontaient en lui. Elle était vivante, ce qui signifiait que quelqu'un l'avait menti. Quelqu'un avait falsifié sa mort. Quelqu'un l'avait éloigné de lui pendant 3 ans. « Pourquoi ne me connaît-elle pas? » demanda Lackland. « Regardez ça. » Vaughn tourna l'écran de la tablette. Il montra un scan de son cerveau. « Voyez cette ombre sur le lobe temporal gauche et ici près de l'hippocampe. Parlez anglais, Harris. Elle a subi une lésion cérébrale traumatique massive il y a environ 3 ans. Traumatisme contondant compatible avec un grave accident de voiture ou un coup à la tête. Son cerveau s'est recablé pour survivre. Amnésie rétrograde. Elle ne pense pas juste qu'elle est Nora. Pour son cerveau, Sophia est morte. Les chemins vers ses souvenirs sont physiquement bloqués par du tissu cicatriciel. Peut-elle les récupérer? Peut-être. Peut-être jamais. Le forcer pourrait provoquer une crise ou une rupture psychotique. Vous devez être prudent. Si vous lui dites qu'elle est la femme d'un chef de la mafia et la mère de triplé, elle pourrait ne pas le supporter. Lackland la regarda. Elle remuait, ses cils papillonnaient, les triplés bougèrent instantanément. Ils montèrent sur le lit, ignorant la main avertissement de Lackland. Ils se blottirent autour d'elle comme des chiots. Nora gémit. Elle ouvrit les yeux. Le plafond blanc stérile la confondit. Elle tourna la tête et vit Lackland. La peur revint instantanément. Elle recula en se débattant, heurtant les oreillers. « Où suis-je? Qui êtes-vous? » Puis elle sentit le poids sur ses jambes. Elle baissa les yeux. Luca lui tapotait la main. « Maman! »« Aïe! » demanda Luca, pointant sa tête. Le souffle de Nora se coupa. Elle regarda l'enfant. La peur dans ses yeux s'adoucit, remplacée par la même confusion que Lackland avait vue dans le restaurant. Elle toucha la joue de Luca. « Pourquoi je connais ton visage? » Yann se pencha en avant. « Nora, écoutez-moi attentivement. Vous êtes en sécurité. Vous avez eu un malaise au restaurant. Je vous ai amené chez un médecin privé. Vous m'avez kidnappé, accusa-t-elle, sa voix tremblante. J'appelle la police. Vous pouvez essayer, dit Locken calmement. Mais d'abord, dites-moi, depuis combien de temps êtes-vous Nora? Elle hésita. Je ne sais pas. J'ai toujours été Nora. Menteuse, dit Lackland doucement. Vous avez une cicatrice derrière l'oreille à cause d'une flûte à champagne à Capri.
Vous détestez l'odeur de lavande, mais vous aimez la vanille et vous jouez du piano, n'est-ce pas? Même si vous ne vous souvenez pas avoir appris. Les mains de Nora tremblaient. Elle regarda ses doigts, mains de serveuse rugueuse. Mais parfois quand elle entendait de la musique à la radio, ses doigts tressaillaient. Elle connaissait des accords qu'elle ne devrait pas connaître. « Qui êtes-vous » murmura-t-elle. « Je suis l'homme qui va vous aider à vous souvenir » dit Lachlan. « Mais pour l'instant, j'ai besoin que vous me racontiez tout sur les 3 dernières années. Qui vous a trouvé? D'où venez-vous? » « Je me suis réveillée dans un hôpital du New Jersey, » dit-elle, sa voix petite. « Jane Doe. Pas d'identification. Un homme nommé Vance m'a recueilli. Il a dit qu'il était mon oncle. Il m'a donné un endroit où rester. Il m'a dit que mon nom était Nora Corves. » Lachlan se figea. Vance. Vance n'était pas un oncle. Vance était un nettoyeur, un réparateur de bas niveau pour la famille Moretti. La rage qui déferla à travers l'âne était froide et absolue. Ce n'était pas juste un accident. Sophia ne s'était pas juste échouée sur le rivage. Elle avait été prise. Elle avait été reprogrammée. Elle avait été gardée comme un trophée ou un pion, cachée à la vue de tous, attendant d'être utilisée. Victoria Moret avait sa femme. Lachlan se leva. L'air dans la pièce chuta de 10 degrés. « Rocco, dit-il dans son oreillette, prépare les hommes, tous, et découvre où Vance dort ce soir. » Nora sembla terrifiée par le changement dans son comportement. « Qu'allez-vous faire? » Lachlan la regarda, puis ses fils qui étaient finalement paisiblement endormis contre elle. « Je vais nettoyer le désordre, » dit Lachlan. « Restez ici. Si vous essayez de partir, les chiens vous arrêteront. Si vous restez, vous obtenez des réponses. » Il se tourna vers la porte. « Attendez » cria-t-elle. Lachlan marqua une pause. « Le garçon » elle désigna Luca. « Il m'a appelé maman. Est-ce vrai ?» Lachlan la regarda, ses yeux brûlants d'un mélange d'amour et de vengeance. « Oui, dit-il, et je vais tuer l'homme qui t'a fait l'oublier. » La pluie avait cessé, laissant le domaine des Hampton enveloppé d'une épaisse brume atlantique. À l'intérieur du manoir Vallant, le silence qui avait tourmenté les couloirs pendant 3 ans avait disparu, remplacé par la respiration douce et rythmée de 3 enfants endormis et le pas agité d'une femme qui ne savait pas qui elle était. Nora, ou Sophia, comme tout le monde ici insistait de l'appeler, était assise sur le bord du canapé en velours dans la suite principale. Elle avait refusé de dormir dans le lit. Il était trop grand, trop imposant, et il sentait l'homme qui l'avait porté hors du restaurant comme un sac de farine. Lachlan, elle frotta ses tempes. Le mal de tête était une douleur sourde maintenant, un compagnon constant depuis qu'elle s'était réveillée dans cet hôpital il y a 3 ans. L'homme qu'elle connaissait comme son oncle, un homme qu'elle réalisait maintenant être un menteur nommé Jonas, qui avait utilisé l'alias Vance, lui avait dit que les maux de tête étaient normaux. Il lui avait dit qu'elle était sujette à l'hystérie. Il lui avait donné des pilules qui rendaient le monde flou et gris. Elle n'avait pas pris les pilules depuis 2 jours parce qu'elle en avait manqué. Peut-être était-ce pour cela que le brouillard se levait. Peut-être était-ce pour cela que, quand elle regarda les 3 garçons endormis enroulés sur le tapis comme des chiots, son cœur lui fit mal avec une familiarité qui la terrifiait. « Maman », le petit Luca avait dit. Elle regarda ses mains. Elles étaient rugueuses, gercées d'avoir frotté les comptoirs du restaurant avec de l'eau de Javel. Mais alors qu'elle fixait son annulaire gauche, elle vit une légère indentation, une marque de bronzage que 3 ans de frottage n'avaient pas entièrement effacée. Un endroit où une bague avait l'habitude de se racler la gorge, s'asseoir. La porte s'ouvrit en grinçant. Ce n'était pas Lachlan. C'était la femme âgée, la femme de ménage, Maria. Elle tenait un plateau avec du thé et un sandwich. Ses yeux étaient cernés de rouge comme si elle avait pleuré. « C'est Nora », murmura Maria, sa voix tremblante. « S'il vous plaît, vous devez manger. » Nora se leva, défensive. « Pourquoi m'appelez-vous comme ça? »
Pourquoi tout le monde me regarde comme si j'étais un fantôme? Maria posa le plateau. Elle fouilla dans la poche de son tablier et en sortit une petite clé en argent. Le patron, Monsieur Lachlan, il a verrouillé la leste le jour où vous avez disparu. Il a dit, personne n'entre. Mais si vous êtes elle, si vous êtes vraiment elle, vous devez le voir. Nora hésita. Elle prit la clé. Elle se sentait froide et lourde. Où est-il? Demanda Nora. Il est allé trouver l'homme qui vous a fait du mal, dit Maria, son visage se durcissant. Il est allé s'assurer que vous ne soyez plus jamais prise. Nora frissonna. Elle regarda les garçons. Surveillez-les. S'il vous plaît. Maria hocha la tête, se signant. De ma vie. Nora se glissa hors de la pièce. Le couloir était une caverne d'ombre. Elle marchait pieds nus sur les tapis perçants, guidée par un instinct qu'elle ne pouvait expliquer. Elle n'avait pas besoin d'indications pour l'aile est. Ses pieds connaissaient le chemin, à gauche du grand escalier, passer le portrait de l'homme sévère à la moustache en guidon, le long du couloir bordé de fenêtres. Elle atteignit une double porte au bout du couloir. Sa main ne trembla pas alors qu'elle glissait la clé dans la serrure. Elle tourna avec un clic satisfaisant. Elle poussa les portes et haleta. C'était un atelier d'art. La pièce était inondée de clairs de lune des puits de lumière. Des toiles étaient empilées contre les murs, des douzaines d'entre elles. L'odeur de térébenthine et de peinture à l'huile séchée était faible, préservée dans l'air vicié. Nora entra. Elle toucha un chevalet recouvert d'un drap de poussière. Elle retira le drap. La peinture en dessous était inachevée. C'était un tourbillon chaotique de bleu et de gris. Une mer orageuse s'écrasant contre des rochers déchiquetés. Mais au centre de la tempête, il y avait un phare. Et debout sur le balcon du phare se tenait un homme en costume noir regardant l'eau. Lachlan, elle connaissait les coups de pinceau. Elle sentait le fantôme du mouvement dans son poignet. Elle savait qu'elle avait mélangé cette nuance spécifique de bleu céruane en ajoutant une touche de vert émeraude. Douleur de flashback, douleur aveuglante aiguë, le son du métal qui grince contre le métal, la voiture qui tourne, l'eau qui se précipite, eau noire glaciale. Sophia donne un coup de pied à la fenêtre. La voix de Lachlan criant à travers une connexion téléphonique distordue. Puis une main, pas celle de Lachlan, une main rugueuse attrapant ses cheveux, la tirant hors de l'épave. Pas pour la sauver, pour la prendre. Elle est vivante, siffla une voix. Moretti la veut vivante. Mets-la en sac. Un coup à la tête. Obscurité. Nora haleta, tombant à genoux dans l'atelier. Le souvenir la frappa comme un coup physique. Le mal de tête montant en flèche, aveuglant d'un blanc ardent. Sophia. Elle se retourna. Lachlan était debout dans l'embrasure de la porte. Il était trempé. Sa veste de costume était partie, sa chemise de soirée blanche collée à sa poitrine, tachée de pluie et de quelque chose de plus sombre, quelque chose de rouge. « J'ai peint ça, » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Je le peignais pour ton anniversaire. Mais je n'arrivais pas à bien faire les yeux. Je n'arrivais pas à bien faire la tristesse dans tes yeux. » Lachlan marcha vers elle. Il bougea lentement comme s'il approchait un animal sauvage. Il s'arrêta à quelques pouces d'elle. Il ne la toucha pas. Il l'a juste respiré. « Tu les as bien eus, » dit-il enroué. « Tu m'as toujours vu, même les parties que j'essayais de cacher. »« Ils m'ont prise, » dit-elle, la réalisation s'installant dans ses os. « Je ne suis pas partie. Je ne suis pas morte. Ils m'ont prise. »« Je sais, » dit Lucan, ses yeux s'assombrirent. Le tueur revenant à la surface et l'homme qui l'a fait. « Jonas, il m'a tout dit avant de mourir. » Nora regarda le sang sur sa chemise. « Tu l'as tué. »« Il a volé 3 ans de ma vie, » dit Lucan, sa voix vide d'émotion. « Il a volé 3 ans des voix de mes fils. La mort était une miséricorde comparée à ce qu'il méritait. » Il tendit la main, sa main planant près de sa joue.
Te souviens-tu de moi, Sophia, ou suis-je juste un étranger dans une peinture? Elle le regarda, la cicatrice sur son sourcil, l'intensité de son regard. Elle ne se souvenait pas du mariage. Elle ne se souvenait pas de la naissance. Ses souvenirs étaient toujours enfermés derrière le mur du traumatisme. Mais elle se souvenait du sentiment. Elle se souvenait que cet homme dangereux, terrifiant, était son havre de paix. Je ne me souviens pas de tout, admit-elle, mais je sais que j'appartiens ici. Lachlan combla l'écart. Il enroula ses bras autour d'elle, l'attirant contre sa poitrine. Il enfouit son visage dans son cou. Et pour la première fois en 3 ans, le capo de New York laissa échapper un souffle frissonnant qui sonnait comme un sanglot. « Bienvenue à la maison, Madame Valente », murmura-t-il dans ses cheveux, mais le moment de paix fut brisé par un cri de la chambre au bout du couloir. « Papa, méchant homme !» C'était Nico, et il criait de terreur. Lachlan ne courut pas. Il explosa en mouvement. Il tira un 6 au P226 de sa ceinture, une arme que Nora n'avait même pas remarquée, poignam, mananin, ATMM, et sprinta dans le couloir. Roy était juste derrière lui, l'adrénaline dominant sa confusion. Ils firent éruption dans la suite principale. Les portes du balcon, qui avaient été verrouillées, étaient brisées. Du verre jonchait le tapis cher. Le vent fouettait violemment les rideaux. Maria, la femme de ménage, était affalée sur le sol, inconsciente, une échymose sombre fleurissant sur sa tempe. Le tapis où les triplés avaient dormi était vide. « Non !» cria Nora. C'était un son arraché de la partie la plus profonde de son âme. « Non !» Lachlan scanna la pièce. Évaluation tactique. Pas de tireur, pas de menace persistante. Juste un enlèvement rapide. Professionnel rapide. Il se précipita vers le balcon. Il regarda dans les vastes jardins du domaine. Les projecteurs du périmètre avaient été coupés. Le terrain était d'un noir absolu, mais il vit les feux arrière, un SUV noir traversant la pelouse tondue, brisant les treillis de rose, se dirigeant vers le portail de service. Rocco Lachlan rugit dans ses communications. Brèche de périmètre, secteur 4. Ils ont les garçons. Ordre de tuer est actif. Je répète, ordre de tuer est actif. Il n'attendit pas de réponse. Il sauta par-dessus la balustrade du balcon. C'était une chute de 20 pieds. Lachlan atterrit en roulade, ignorant le choc à ses chevilles, et se mit à sprinter. Nora se tenait sur le balcon, le regardant courir dans l'obscurité. Elle ne se figea pas. La Nora qui servait des tables aurait figé. Mais Sophia Valente ne se figea pas. Elle attrapa l'arme que Lachlan avait laissée sur la table de chevet, une pièce de rechange qu'il gardait toujours à proximité. Elle vérifia la chambre chargée. Elle sortit de la pièce pieds nus, sautant par-dessus la forme inconsciente de Maria. Se racle la gorge. Elle devait aller au garage. Souligne. La chasse était le chaos. Lachlan avait intercepté un des véhicules de garde, une Jeep Rubicon. Il le fuyait, déchirant le gazon alors qu'il poursuivait le SUV en fuite. Le véhicule ennemi était blindé. Il pouvait le dire par la façon dont il bougeait, lourd, lent dans les virages. C'était bien. Cela signifiait qu'il ne pouvait pas le semer. Mais cela signifiait aussi que les balles ne les arrêteraient pas. Il percuta l'arrière du SUV. Le métal grinça. Des étincelles volèrent dans l'air nocturne. « Arrêtez-vous » cria Lachlan. « Change. » Qu'il ne pouvait pas l'entendre. La vitre arrière du SUV s'abaissa. Un canon flamba. Des balles rebondirent sur le capot de la Jeep. Lachlan se baissa, virant brusquement à gauche. Il ne pouvait pas riposter. Ses fils s'éteignent dans cette voiture. « Rocco, où es-tu » cria Lachlan à la radio. Bloquant le portail principal, la voix de Rocco crépita. « Nous avons scellé la sortie. » Le SUV vit le blocus de berlines noires au portail principal. Au lieu de s'arrêter, il vira à droite, s'écrasant à travers une clôture en bois et se dirigeant vers les falaises. Le domaine bordait l'océan, une chute abrupte dans la houle rocheuse en contrebas. « Ils n'ont nulle part où aller », marmonna Lachlan.
Il fuit la Jeep, s'arrêtant à côté du SUV. Il essaya de les forcer à un tête-à-queue, une manœuvre d'interception, mais la voiture plus lourde tint bon. Il regarda dans la vitre du conducteur. La vitre était teintée, mais il vit la silhouette et le tatouage sur le cou, un scorpion, le locataire supérieur de Moretti, un homme nommé Castor. Le SUV freina brusquement. Lachlan dépassa, dérapant dans la boue. Le SUV tourna à 180 degrés, faisant face à la maison, mais au lieu de rouler, les portes s'ouvrirent en grand. Castor sortit, tenant Luca par le dos de son manteau. Le garçon pendait, frappant et criant. « Da 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 !» Luca hurla. Un autre homme sortit tenant Nico et Enzio. Ils pleuraient, leur nouvelle voix rugissant de terreur. Lachlan sortit de la Jeep. Il rangea son arme. Il leva les mains. « Lâche-les, Castor, » dit Lachlan. Sa voix était calme. Calme mort. Le genre de calme qui précède un massacre. « C'est entre moi et Victoria. Laisse les enfants en dehors de ça. » Castor sourit. C'était un homme géant avec une tête rasée et des dents couronnées d'or. Victoria ôte envoie ses salutations, Lachlan. Il était très déçu que tu aies trouvé la fille. Il aimait savoir que tu souffrais. Il pensait que prendre la femme suffisait à te briser. Mais tu as continué à faire de l'argent. Tu as continué à respirer. Castor resserra sa prise sur Luca. Le garçon gémit. « Alors maintenant, » continua Castor, « nous prenons les héritiers. Imagine la rançon. Valente. Ou peut-être que nous les élevons simplement. Apprendre-leur à te haïr. Apprendre-leur à appeler Moretti père. » Lachlan fit un pas en avant. « Si tu les blesses, je brûlerai tout ce que tu aimes. Je trouverai ta famille, Castor. Je trouverai ta mère dans le Queens. » Je verbe manquant. Tu n'es pas en position de menacer. Castor ricana. Il leva une arme à la tête de Luca. « Mets-toi à genoux ou le gamin redevient silencieux en permanence. » Lachlan se figea. Il regarda les yeux terrifiés de Luca. Le garçon le suppliait. Lentement, agonisamment, Lachlan Valente, l'homme qui ne s'agenouillait devant personne, se baissa sur l'herbe mouillée. « Bien. » Castor rit. « Maintenant supplie. » Un coup de feu claqua dans la nuit. Il ne vint pas de Lachlan. Et il ne vint pas de Rocco au portail. Il vint des arbres derrière le SUV. Les yeux de Castor s'écarquillèrent. Une tache rouge apparut sur son épaule. Il chancela, laissant tomber Luca. Luca toucha l'herbe et s'éloigna en se débattant. « Attrapez-les » Une voix féminine cria. Nora émergea de la lisière des arbres. Elle tenait le lourd pistolet à deux mains, sa position large, son visage un masque de fureur maternelle. Elle portait une robe de soie tachée de boue, ses pieds saignant de la course. Mais elle ressemblait à une valkyrie. Elle tira à nouveau. Le tir partit à vide, brisant le rétroviseur du SUV, mais ce fut suffisant pour distraire le deuxième homme. Lachlan ne perdit pas la seconde. Il s'élança. Il plaqua Castor, le poussant dans la boue. Son poing se connecta à la mâchoire de Castor avec la force d'un marteau de forgeron. L'os craqua. « Ne touche pas mon fils » rugit Lachlan, le frappant à nouveau. Et encore. Le deuxième homme laissa tomber Nico et Enzio et leva son arme vers Nora. « Non » cria Lachlan, levant les yeux. Mais avant que l'homme ne puisse tirer, une forme noire le plaqua. C'était un des chiens de garde du domaine, un Malinois belge qui avait finalement rattrapé. L'homme cria alors que le chien serrait son bras. Rocco et l'équipe de sécurité envahirent le terrain une seconde plus tard. Armes sorties, lampe de poche coupant à travers l'obscurité. « Sécurisez le périmètre » aboya Rocco. « Appelez le médecin. » Lachlan se leva, respirant difficilement. Ses jointures étaient fendues. Castor était inconscient, un tas sanglant dans la boue. Lachlan se retourna. Nora était à genoux dans l'herbe mouillée. Luca, Nico et Enzio s'empilaient sur elle, tous les trois pleurant et babillant. « Maman sauve !»« Maman boum !» cria Nico, mimant larmes. « Maman héroïne !» sanglota Enzio.
Lachlan s'approcha. Il regarda sa femme, elle tremblait. Elle avait laissé tomber l'arme et serré les garçons si fort que ses jointures étaient blanches. « Tu l'as tiré, » dit Lachlan, l'incrédulité colorant son ton, à 50 yards dans le noir. Nora leva les yeux vers lui. Ses yeux étaient un feu violet. « Je te l'ai dit, » haleta-t-elle, essuyant la boue de sa joue. « Je ne me souviens pas de tout, mais je me souviens que personne ne blesse mes bébés. » Lachlan s'agenouilla. Il enroula ses bras autour de tout le tas. Nora et les 3 garçons. « Ce n'est pas fini, » dit Lachlan doucement, regardant les tueurs à gages capturés. « Moretti vient de déclarer la guerre. » Nora regarda le caster inconscient. Un regard froid et dur entra dans ses yeux, un regard qui appartenait à la femme d'Adon. « Bien, dit-elle. Laisse-le venir. J'ai beaucoup de colère que je dois évacuer. » Le domaine Valencia se transforma d'une maison en forteresse avant que le soleil ne se lève. Les portails en fer furent renforcés. Des gardes armés patrouillaient chaque cadran du périmètre, et les fenêtres furent équipées de volets en acier qui se fermèrent avec un bruit comme un confinement de prison. À l'intérieur, l'atmosphère était suffocante. Lachlan avait déplacé la famille dans la suite panique, un bunker enfoui sous le sous-sol équipé de son propre système de filtration d'air et de suffisamment de provisions pour durer 1 mois. Nora était assise sur un lit de camp, ses mains frottées à vif. Elle ne pouvait pas se débarrasser de la sensation du recul du pistolet de ses paumes. Elle ne pouvait pas arrêter de voir la façon dont l'homme, Castor, avait tombé. Elle avait blessé quelqu'un sévèrement. La serveuse du restaurant, la femme qui pleurait quand elle laissait tomber une assiette, n'aurait pas pu faire ça. Mais la mère de Luca, Nico et Enzio l'avaient fait s'ensiller. Les garçons étaient de nouveau endormis, épuisés par le traumatisme de la nuit. Ils étaient empilés ensemble dans un grand lit, leurs petites poitrines montant et descendant à l'unisson. Même dans le sommeil, ils se tenaient. Lachlan entra dans le bunker. Il avait troqué son costume boueux pour un équipement tactique, pantalon cargo noir, un pull ajusté et un étui d'épaule contenant 2 Glocks. Il ressemblait moins à un homme d'affaires maintenant, et plus au soldat qu'il avait été élevé à être. Il s'assit à côté de Nora sur le lit de camp. Il n'essaya pas de la toucher, sentant sa fragilité. Rocco avait fini avec Castor, dit Lachlan, sa voix dépourvue d'inflexion. Avant qu'il ne s'évanouisse de douleur, il parla. Nora regarda ses mains. Pourquoi m'ont-ils gardé en vie pendant 3 ans? S'ils te haïssaient, pourquoi ne pas juste me tuer et t'envoyer le corps? Parce que Moretti est avide, cracha Lachlan. Il ne voulait pas juste me briser, il voulait ce que tu savais. Nora fronça les sourcils. Ce que je savais, j'étais une serveuse. Avant ça, je ne sais pas ce que j'étais, une artiste. Tu étais ma partenaire, Sophia, en tout. Avant l'accident, nous restructurions l'organisation, déplaçant des actifs offshore pour les protéger d'une affaire RICO fédérale qui se préparait. Nous avons créé une fiducie aveugle, le comte Siena. Il se pencha plus près, ses yeux sombres cherchant les siens. Seules 2 personnes connaissaient les codes d'accès à cette fiducie, moi et toi. Les finances de Moretti s'effritent. Il avait besoin de cet argent pour repousser les Albanais et garder ses propres capitaines fidèles. Il t'a kidnappé pour t'extorquer les codes. Un frisson écœurant se répandit dans la poitrine de Nora. Elle imagina ces 3 années perdues, les maux de tête, le brouillard. Cela avait-il été induit? L'avait-il droguée pour la maintenir soumise, la réveillant seulement pour exiger des chiffres dont elle ne pouvait pas se souvenir? Il a échoué, dit Lachlan doucement. Castor a dit que tu n'as jamais craqué. Même quand tu ne connaissais pas ton propre nom, tu ne leur aurais pas donné les chiffres. Ton esprit a construit un mur pour protéger le secret et il a enfermé ton identité derrière lui comme dommage collatéral. Nora se leva et arpenta les petits confins du bunker. Les murs de béton donnaient l'impression de se refermer. J'ai besoin de sortir d'ici. Je ne peux pas respirer dans ce trou. C'est l'endroit le plus sûr. Je m'en fiche.
Elle claqua, sa voix résonnant étrangement. « Si je suis Sofia Valente, alors c'est de ma maison. Je ne me cacherai pas dans la cave comme un rat pendant qu'un voyou de bas étage menace mes enfants. » Lachlan la fixa. Un sourire lent et terrifiant se répandit sur son visage. C'était le sourire d'un homme qui venait de réaliser que sa plus grande arme était revenue à l'arsenal. « Rocco !» aboya Lachlan dans sa radio. « Dégage le rez-de-chaussée de la bibliothèque, nous montons. » Il la conduisit à l'étage, hors du bunker, et dans la bibliothèque caverneuse du manoir. Elle était remplie de l'odeur de vieux cuir et de cirage au citron. « Pourquoi sommes-nous ici ?» demanda Nora. Lachlan marcha vers une cheminée massive et ornée. Au-dessus d'elle pendait un portrait d'eux le jour de leur mariage. Nora fixa la femme à la robe blanche. Les yeux violets étaient les mêmes, mais le sourire était différent, confiant, connaissant, dangereux. Lachlan appuya sur un panneau caché dans la cheminée en acajou. Une section des étagères s'ouvrit, révélant un grand coffre-fort numérique encastré dans le mur. « Le compte Sienna n'est pas juste des chiffres numériques, » dit Lachlan. « La clé maîtresse est physique. Elle est là-dedans. Je ne l'ai pas ouverte depuis le jour où tu es morte parce que je ne pouvais pas le supporter. » Il recula. « Seul toi connais la combinaison, Sophia. » Tu l'as dit. Nora fixa le clavier. Son cœur martelait contre ses côtes. Elle était Nora la serveuse. Elle ne connaissait pas les coffres forts. Elle ne connaissait pas des millions de dollars en compte offshore. Mais ses doigts picotaient à nouveau, tout comme ils l'avaient fait dans l'atelier d'art. Elle fit un pas en avant. Elle ne pensa pas. Elle laissa son corps prendre le dessus. Son index plana au-dessus du pavé. Bip, 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 bip. 6 chiffres. Elle recula, essoufflée. Le coffre-fort laissa échapper un lourd bruit mécanique et la porte s'entr'ouvrit. Jan laissa échapper un souffle qu'il semblait avoir retenu pendant 3 ans. Nora tendit la main à l'intérieur. Il n'y avait pas d'argent, juste une pile de journaux reliés en cuir et une petite pochette en velours. Elle ouvrit la pochette. À l'intérieur se trouvait une bague en platine ornée d'un saphir violet massif et impeccable entouré de diamants. « Sa bague de mariage! Ils te l'ont enlevée avant le crash, » murmura Young, prenant la bague. Il voulait que cela ressemble à un vol. Je l'ai trouvée dans un magasin de prêteurs surgagé à Yonkers 1 semaine plus tard. Je savais alors que ce n'était pas un accident. Il prit sa main gauche, la main calleuse du travail de restaurant, et glissa la bague à son doigt. Elle s'adapta parfaitement, couvrant la légère marque de bronzage. Son poids semblait juste. Elle ressemblait à une encre. Nora prit le journal du dessus. Elle l'ouvrit. L'écriture était la sienne. 14 octobre. Elle est inquiète pour les fédéraux. Nous devons déplacer les actifs CNR. J'ai conçu un chiffre basé sur la date prévue du garçon. Moretti Road. Je ne fais pas confiance à Vance. Il faut être prudent. Vance, l'oncle qui l'avait réclamé de l'hôpital. Il avait travaillé pour Moretti tout le temps. Elle lut une autre entrée. J'ai découvert que je suis enceinte aujourd'hui. Triplée. Mon Dieu, elle va s'évanouir. Nous devons construire un monde meilleur pour eux, un monde plus sûr. Même si nous devons brûler l'ancien pour le faire. Des larmes montèrent à ses yeux, brouillant l'encre. Elle se souvint avoir écrit cela. Elle se souvint du mélange de terreur et de joie féroce. « Je me souviens, » murmura-t-elle. Ce n'était pas une inondation. C'était un filet, un ruisseau traversant un barrage. Les émotions vinrent en premier, puis des éclairs d'images. Le son du rire de Lachlan, l'odeur des bébés nouveau-nés. Le téléphone à la hanche de Lachlan bourdonna. Il regarda l'écran et son visage se durcit en granit. « C'est lui, » dit Lachlan. « Victoria Moretti, mets-le sur haut-parleur, » dit Nora. Sa voix immobile. Lachlan accepta l'appel. « Victoria, tu es un homme mort qui marche. Pourquoi gaspillais-tu ma batterie? » Le rire de Moretti était un son rauque et humide au téléphone. Lachlan, le veuf en deuil, et maintenant le mari réuni. Comme c'est touchant. Le petit oiseau est là. Se souvient-elle encore de sa cage?
Nora s'approcha du téléphone. « Je me souviens assez pour savoir que tu vas mourir en hurlant, Victoria. » Silence à l'autre bout. Puis une forte inspiration. « Sophia, » murmura Moretti. Alors la belle au bois dormant se réveille. « Bien. Cela rend cela plus amusant. Écoutez attentivement, vous deux. J'ai 50 hommes entourant votre domaine. J'ai des RPG. J'ai assez de C4 pour transformer ce manoir en cratère. Vous avez 1 heure pour faire quoi? » Luckland exigea de m'apporter les codes Sienna en personne. « Juste toi et la femme au dock, entrepôt 12. Si vous êtes en retard ou si je vois quelqu'un d'autre, je fais sauter la maison avec les 3 petits bâtards à l'intérieur. » La ligne mourut. Lackland regarda Nora. « Nous ne pouvons pas y aller. C'est un piège. Nous nous retranchons et combattons ici. » Nora regarda la bague à son doigt. Elle regarda le journal où elle avait promis de brûler le monde pour ses enfants. « Non, dit-elle, si nous combattons ici, les garçons sont en danger. Une balle perdue, une bombe. Nous portons le combat à lui. Sophia, tu n'es pas prête pour... » Elle attrapa les revers de son gilet tactique et le tira vers le bas à son niveau des yeux. Les yeux violets flamboyaient d'une intensité qui fit même le capot de New York tressaillir. « J'ai passé 3 ans à essuyer des tables et à prendre des ordres d'idiots parce que cet homme a volé ma vie. » Siffla-t-elle. « Il a tenu mes enfants en otage ce soir. J'en ai fini de me cacher. Je suis Sophia Valente et nous allons finir ça. » Elle alla au râtelier d'armes sur le mur de la bibliothèque. Elle tira un Sig Sauer P320 personnalisé et élégant. Elle vérifia le chargeur avec une facilité pratiquée, la mémoire musculaire coulant maintenant librement. « Équipe-toi, Lackland, dit-elle, armant la culasse. Nous avons un rendez-vous. » Les docks étaient une friche de conteneurs rouillés et de flaques d'eau salée reflétant les lumières industrielles du New Jersey. Lackland arrêta la Maybach blindée à 100 yards de distance. La pluie était revenue, rendant l'asphalte glissant. « Rocco a des équipes sur les toits, » dit Lackland, vérifiant ses 2 Glocks. « Mais une fois que nous entrons, nous sommes seuls jusqu'à ce que les tirs commencent. » Il regarda la femme à côté de lui. La serveuse confuse était partie. À sa place était assise une reine en gilet pare-balles et trench-coat noir. « Es-tu sûre? » Elle toucha la cicatrice derrière son oreille. « Il a pris 3 ans, Lackland. Il n'a pas pris une autre seconde. » Ils entrèrent dans l'entrepôt 12 ensemble. C'était une bête métallique caverneuse sentant le diesel. Au centre, sous une seule ampoule halogène, était assis Victoria Moretti, entouré de 20 hommes armés. Ah, l'heureux couple! Moretti ricana, son costume chair tirant contre sa masse. Juste à temps. As-tu apporté mon fonds de retraite? Luckland s'arrêta à 10 pieds, scannant les explosifs. Où sont les détonateurs, Victoria? Bluffant sa part du jeu. Moretti agita une main dismissive. Maintenant les codes. Ses yeux glissèrent vers Nora, brillants de malice. Regarde là. L'oncle Vince t'a manqué, petit oiseau? Ton médicament t'a manqué? Médicament, le mot frappa Nora comme une claque physique. Flashback, un sous-sol humide, une aiguille. Vance la tenant. Moretti murmurant. Tant d'oublier. Le liquide brûlant entrant dans ses veines, dissolvant son esprit en un statique gris. Ce n'était pas juste un traumatisme, il l'avait drogué. Pendant des années, ils avaient chimiquement supprimé qui elle était pour chasser une séquence de chiffres. La barrière finale dans son esprit ne s'est pas juste fissurée, elle s'est brisée. Le mariage, le premier coup de pied détriplé, le crash, le plan, tout revint en force. Elle se souvint pourquoi elle avait caché les codes. Elle commença à rire. C'était un son bas et rauque qui résonna étrangement dans l'entrepôt silencieux. Quelque chose de drôle, ricana Moretti. Sophia s'avança. Sa bague en saphir violet clignotante sous la lumière dure. Oui, Victoria, oh, c'est drôle. Tu as traversé tout ça. Le kidnapping, les drogues, la fausse vie. Tout ça pour le compte Sienna. Donne-moi les codes, cria Moretta, se levant. Il n'y a pas de code, déclara Sophia Valente.
Sa voix coupant l'air comme du verre. J'ai créé le conte Sienna. C'était un pot de miel, un appât vide conçu pour attraper les ours avides comme toi qui rôdaient autour de nos affaires. Tu as volé 3 ans de ma vie pour un fantôme. La réalisation frappa Moretti comme un coup physique. L'humiliation fut absolue. Il avait été déjoué par la femme qu'il pensait avoir brisée. Son visage devint d'une teinte violette violente. Tuez-les. Moretti cria, crachant. Tuez-les tous les deux. Lachlan bougea pour la protéger, sortant ses armes. Mais Sophia fut plus rapide. Elle tira la goupille d'une grenade flash qu'elle avait prise du bunker et la lança au centre des gardes. « Fermez vos yeux !» cria-t-elle. « Bang !» Une lumière blanche aveuglante secoua l'entrepôt. Les hommes de Moretti crièrent, se serrant les yeux. Lachlan ouvrit le feu, un flou de précision chirurgicale, abattant les menaces avec des doubles tapes. Sophia ne se cacha pas. Elle tira son Sig Sauer. Quand un garde aveuglé chancela vers elle, elle le fit tomber avec 2 balles au genou. La fusillade fut brutale et courte. En 30 secondes, le silence tomba, brisé seulement par des gémissements et l'odeur de la cordite. Lachlan scanna la pièce. Claire. Il se tourna vers Sophia. Elle respirait difficilement, son arme tenue fermement. Ils regardèrent à l'arrière de l'entrepôt. Victoria Moretti rampait à 4 pattes vers la sortie, gémissant. Lachlan commença vers lui, mais Sophia posa une main sur sa poitrine. « Non, dit-elle doucement, il est à moi. » Lachlan hocha la tête et recula. Sophia marcha vers l'aube rampante. Il se roula sur le dos, haletant, levant les yeux vers l'ange de la mort qu'il avait créé. « Sophia, s'il te plaît, supplia-t-il tremblant. C'était des affaires, juste des affaires. Tu as rendu mes fils silencieux pendant 3 ans, dit-elle, sa voix dépourvue de merci. Tu as pris leur mère. Tu as essayé d'effacer mon esprit. Ce n'étaient pas des affaires, Victoria. C'était personnel. Elle leva l'arme, dit bonjour avance pour moi. 2 coups de feu retentirent. Le règne de la famille Moretti se termina sur un sol en béton sale. Sophia baissa son arme, sentant un profond silence se lever de son âme. L'âne s'approcha et prit sa main. Elle était stable. « Rentrons à la maison, » dit-il se racle la gorge. « Oui, » répondit Sophia, regardant l'alliance qui était enfin revenue à sa place. « Nos fils attendent. » Le silence qui avait hanté le domaine Valencia pendant 3 ans était enfin parti, remplacé par le plus beau son que Lachlan ait jamais entendu. Chaos. La nursery n'était plus un lieu d'observation tranquille, mais une symphonie de cris, de chansons et de rires. Luca, Nico et Enzio rattrapaient le temps perdu, leur voix remplissant chaque coin du manoir. Sophia était assise sur le sol de la salle de jeu, enfouie sous une pile de blocs de bois et de garçons gloussants. Le regard hanté et craintif de Nora avait disparu, remplacé par le feu vibrant de Sophia Valente. L'Inde s'appuya contre le chambranle de la porte, les regardant. Enzio leva les yeux, pointa un doigt potelé et exigea « Papa, en haut !» Lachlan prit son fils dans ses bras, croisant les yeux de sa femme. Ils échangèrent un regard né du traumatisme et de la survie, un vœu silencieux que leur guerre était finie. Ils avaient conquis la mort, détruit leurs ennemis et retrouvé leur voie. Le monde extérieur était toujours dangereux, mais à l'intérieur de ces murs, ils étaient intouchables. Le long hiver du silence était fini. Les Valentes étaient finalement bruyants, vivants et à la maison. Aimer l'histoire? Ceci était un voyage épique d'amour, de traumatisme et de vengeance. Si le moment où les triplés ont finalement parlé a touché votre cœur, ou si la transformation de Sophia en reine guerrière vous a fait applaudir, s'il vous plaît, écrasez ce bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec toute personne qui aime une romance sombre et tordue, avec une fin puissante et heureuse. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, assurez-vous de vous abonner et de sonner la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle mise en ligne.
Faites-moi savoir dans les commentaires quel a été votre rebondissement préféré. Merci d'avoir